Bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir OSPF. Normalement, OSPF en général. Donc, on va commencer par l'OSPF zone unique et par la suite, on va passer l'OSPF multizone. Donc avant de commencer, donc de détailler le principe de fonctionnement de l'OSPF, il vaut mieux qu'on fasse un petit rappel sur les protocoles, les types de protocoles. Donc si vous vous rappelez les types de protocoles, le classement des protocoles, vous avez les protocoles de routage interne, deux grandes classes, et les protocoles de routage externe. Deux grandes classes, deux grandes familles de protocoles. On a le routage interne, on a les protocoles qui fonctionnent, on va dire, en interne. Il y a des protocoles qui fonctionnent en externe. Donc en interne et en externe, par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on appelle un système autonome. Autonomous system. Un système autonome. Donc un système autonome, prenez-le comme une zone là où il y a plusieurs routeurs, et ces plusieurs routeurs, la gestion et l'administration, il appartient à une entreprise. Donc ça, c'est un système autonome. Le système autonome, en gros, si on prend les fournisseurs d'accès Internet, chaque fournisseur, il représente un système autonome à part entière. Donc système autonome 1, système autonome 2, système autonome 3, ainsi de suite. Donc chaque fois, bien sûr, pas forcément les fournisseurs de services Internet, il y a aussi les grandes entreprises, ils peuvent avoir leur propre système. Donc ce système autonome, il a un nombre qui est unique, qui va identifier d'une façon unique le système autonome sur Internet. D'accord, donc système autonome, il y a plein de routeurs à l'intérieur. Donc tous ces routeurs, la gestion, l'administration de ces routeurs, il appartient à l'entreprise qui a ce système autonome. La même chose, il y a ici une deuxième entreprise ou un deuxième fournisseur de services. Les routeurs qui sont à l'intérieur du système autonome, ils sont gérés par cet organisme, et ainsi de suite. Donc un système autonome, en gros, c'est une zone limitée, là où il y a des centaines, on va dire des centaines de routeurs. Et ces routeurs, ils sont la propriété d'un organisme, ou d'une société, où la gestion et tout ça, c'est la société qui le fait, c'est-à-dire l'administration, il est administrateur local de cette entreprise qui gère tout ça. Comme j'ai dit, les systèmes autonomes, c'est chaque fournisseur de services Internet, il a son propre numéro, et ça, il y a un organisme international qui gère l'affectation de ces numéros de système autonome. Donc c'est pour cela que quand on dit ici protocole de routage interne, c'est-à-dire est-ce qu'il est interne au système autonome ou bien externe au système autonome. D'accord? Donc si je prends, je vais prendre pour faire un petit schéma. Donc si je prends le premier système autonome avec le deuxième système. Donc ça c'est système autonome 1, système autonome 2. Dans système autonome 1, il y a des routeurs. Donc peu importe l'agencement, c'est des routeurs. La même chose ici, il y a des routeurs. Ici, ils sont connectés. Donc ces routeurs, c'est l'entreprise qui détient ce système autonome, c'est elle qui gère ces routeurs, et c'est elle qui voit quel protocole de routage il va mettre pour ces routeurs. La même chose ici. Donc système autonome n'a rien à voir avec ce système autonome. Maintenant, à l'intérieur, imaginez l'administrateur de ce système autonome, il veut implémenter ici, par exemple, OSPF, un protocole de routage. Un autre, il veut implémenter UIGRP, la RIP version 2, la ISIS.
chaque administrateur d'un système autonome, il a la liberté de choisir, bien sûr, le protocole qu'il voit utile dans son propre réseau. Donc c'est pour cela que les protocoles qui fonctionnent à l'intérieur d'un système autonome, on les classe dans la famille protocole de routage interne au système autonome. D'accord ? C'est-à-dire ils vont se partager les informations de routage, mais interne. La même chose ici, AES ou l'EIGRP ou le RIP version, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mener à une convergence des tables de routage, mais en interne. C'est-à-dire les informations de routage, ils ne vont pas sortir du système autonome. Mais maintenant, ces systèmes autonomes, ils doivent être en quelque sorte liés. Si vous avez plusieurs systèmes autonomes, ils peuvent être liés. C'est ça l'Internet. C'est-à-dire chaque fournisseur, imaginez l'Internet, chaque fournisseur de services d'accès Internet, c'est un système autonome à part entière. Et à un moment donné, ils seront tous connectés. Pas forcément tous connectés en maillage, mais je ne sais pas, je peux avoir un système autonome IC3 qui est lié à ce système. Le principe du système autonome, c'est que les routeurs de bord des systèmes autonomes, ils vont envoyer des informations, par exemple ce qu'on appelle les politiques de routage ou les stratégies de routage. Par exemple, ce système autonome 2, il va dire au système autonome 1, voilà les routes que j'ai en interne. Et je suis lié à système autonome 3, comme information. L'objectif maintenant, ce n'est pas de détailler les protocoles de routage externe, mais pour vous expliquer le principe. Donc, les routeurs de bord, les routeurs de frontières, ils auront des protocoles de routage spéciaux qui vont être classés dans la famille protocole de routage externe. Et le principe de ce protocole de routage externe, c'est de partager des informations de routage entre les systèmes autonomes. D'accord ? Genre, voilà les réseaux que j'ai et voilà les systèmes autonomes auxquels je suis lié. Système autonome, par exemple, 4. La même chose, celui-là, s'il est lié à un système autonome 5, qu'est-ce qu'il va dire? Il va envoyer à ce système autonome, voilà les réseaux que j'ai, et je suis aussi lié à un système autonome S3. Comme ça, normalement, si vous avez un nœud ou un ordinateur ici qui veut se connecter, je ne sais pas, à un serveur qui est là, il va passer par différents systèmes autonomes. Donc le routage, il va se faire via les systèmes autonomes. Donc imaginez un système autonome comme un routeur seul. Tout ça, c'est un routeur. Donc, à un moment donné, sur Internet, normalement, vous passez par plusieurs systèmes autonomes et vous avez votre... et vous pouvez accéder à n'importe quel emplacement ou à n'importe quel serveur sur Internet. Là, c'est le principe, si vous voulez, d'un système autonome. Pourquoi? Parce qu'on a ici une classification qui va dire, déjà on va classer des protocoles. Est-ce qu'ils sont IGP? Le terme c'est ça, abréviation. Donc, IGP, Interior Gateway Protocol, un protocole de passerelle interne, ou bien EGP, Exterior Gateway Protocol, protocole de passerelle extérieure. D'accord? Deux grandes familles. Maintenant, chaque famille, il a d'autres, si vous voulez, types, des sous-classes. Si on prend les IGP, c'est-à-dire les protocoles de routage qui fonctionnent à l'intérieur d'un système autonome, on a les vecteurs de distance et on a l'état des liens. D'accord? Donc il vaut mieux aussi, on va expliquer ça. Donc toujours, je vais prendre un schéma que j'ai ici. Si je prends ici, maintenant, on va faire une comparaison entre les protocoles vecteurs de distance contre les protocoles état de lien. État des liens. Prenons un protocole que vous connaissez. Vous avez fait déjà. Donc, par exemple, le RIP. D'accord? RIP en général. Donc, on va
pas dire RIP version 1, RIP version 2, RIP, ou la RIP NG, non, RIP en général. RIP, c'est un protocole vecteur de distance. Si vous avez votre topologie, j'ai une topologie avec donc R1, R2, donc j'ai ici 6 routeurs. Si ma topologie elle est en RIP, d'accord? Comment RIP il va fonctionner dans cette topologie? Donc on va commencer par, donc j'ai ici LAN 6, 10.0.6.0/24, où ce que je veux, c'est que R1, ce R1, comment il va faire pour arriver au LAN 6, c'est-à-dire de R1 vers LAN 6. Donc ici, j'ai des adressages, pour ne pas se perdre, les adresses, toujours c'est dans le 10, et le troisième octet, j'ai pris les numéros des routeurs, donc 1, R1, c'est-à-dire 1, et 2, j'ai mis ici 12, donc c'est-à-dire de 1 vers 2. La même chose, ici R2, R3, troisième octet, c'est 2, 3. R3, R6, 3, 6. La même chose, d'accord? À chaque fois, vous avez deux routeurs, le lien entre les deux routeurs, le réseau, le troisième octet, c'est le numéro des deux routeurs. D'accord? Donc maintenant, puisqu'ils sont tous RIP, on va commencer par le routeur qui est lié directement à LAN 6. Qu'est-ce qu'il va faire avec RIP? Il va créer une mise à jour. Il va mettre tous les réseaux qui sont directement connectés à lui. Un réseau directement connecté à lui, il a 3. D'accord? Donc il a 10.0.6.0, il a 10.0.56.0 et il a 10.0.36.0. Donc RIP version 1, il n'envoie pas les masques. Ça c'est la limite aussi. RIP version 1, c'est par classe. RIP version 2 et RIP NG. MG c'est pour IP version 6, RIP version 2 c'est pour IP version 4, RIP version 2 il envoie aussi dans la mise à jour le masque. D'accord? C'est pas ça qui nous intéresse. Je vais mettre seulement les réseaux. Je vais mettre seulement le réseau qui m'intéresse, c'est le LAN. Ça. Comme j'ai dit, normalement R1 il va prendre tous les réseaux qui sont directement connectés, il va les envoyer en mise à jour. Donc il va dire que j'ai R6, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai un réseau 10.0.6.0. Donc j'ai dit si c'est RIP version 1, il ne va pas mettre le masque. Si c'est RIP version 2, il va mettre le masque. Par exemple 24. La métrique c'est quoi une métrique? Métrique c'est une valeur qui va y préciser la fiabilité de l'accès d'un réseau. Donc les réseaux qui sont directement connectés, par défaut, ils ont une métrique égale à 0. Métrique égale à 0, c'est-à-dire ce routeur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pour envoyer un paquet, ce réseau, il est directement connecté. Je ne vais pas passer par autre chose pour envoyer ce paquet. Donc je vais directement le faire sortir par phase 0,1. La même chose, si RCC il veut envoyer quelque chose dans 10.36, il va l'envoyer de là. Donc, 0, il va dire au routeur que les routes ils sont directement connectées à toi. Donc cette information, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, on a dit, c'est pas la peine de faire tous les réseaux. Ce qui m'intéresse, c'est normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 10, 0, ça aussi, 36/30, m égale 0. 10, 0 ce réseau, 56/30, m égale à 0. D'accord? Où il va envoyer la mise à jour ici et ici. D'accord? Maintenant, ce qui m'intéresse, voilà, on va tester en fonction de ce LAN. Donc, je vais aérer un petit peu. Donc, ce message, ou cette mise à jour de routage,
ce routeur, il va l'envoyer toutes ces internes aux voisins. D'accord? Maintenant, R6, quand il reçoit cette information, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, R5, déjà il a deux réseaux qui sont directement connectés, celui-là et celui-là. Plus les réseaux qu'il a reçus, donc ce qu'il ne connaît pas R5, c'est ce réseau et ce réseau. Pourquoi? Parce que le 10.056, il le connaît, il est directement connecté. Donc, les nouvelles informations qui sont envoyées de R6 pour R5, R5 il va dire, voilà, j'ai un message, quelles sont les informations que je ne connais pas. Pour lui, il ne connaît pas, dans la mise à jour de R6, il ne connaît pas ce réseau et il ne connaît pas ce réseau. Donc, il va les ajouter normalement à sa table. Mais maintenant, on va tester sur 10.006. On ne va pas faire tout le test. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il va dire, j'ai reçu de la part une mise à jour 10.0.6.0/24 avec une métrique 0. C'est-à-dire déjà, mon voisin, il m'a envoyé une information de routage avec une métrique 0. Normalement, pour moi, pour que je puisse atteindre le réseau là, je vais ajouter 1. La métrique pour le RIP, c'est le nombre de sauts. Et un saut, c'est quoi? C'est un routeur. Maintenant, R6, pour qu'il atteigne le réseau LAN, est-ce qu'il a besoin d'un saut? Non, c'est directement connecté. C'est pour cela qu'il va mettre M égale à 0, c'est-à-dire il y a 0 saut. Je ne vais pas sauter, je ne vais pas aller, j'ai pas un tronçon ou un autre routeur. Je vais passer par un autre routeur pour arriver à LAN 6. Là, il est directement connecté. Donc maintenant, si R6 reçoit la métrique égale à 0, il sait que déjà son voisin, pour arriver le LAN 6, il doit métrique égale à 0. Donc pour lui, il va ajouter 1. Donc qu'est-ce qu'il va mettre ici? Il va mettre 1. C'est-à-dire R5, il sait que pour arriver maintenant à 10.060, il doit faire un saut. C'est ça le saut. Il va sauter d'un routeur. Donc il a un seul routeur en face de lui. Même information quand il arrive ici. R3, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il a reçu la mise à jour 10.060/30 avec métrique égale à 0. Pardon, 24. Avec métrique égale à 0. Donc il sait que déjà son voisin, pour qu'il atteigne 10.060, il met métrique égale à 0. Donc lui, il va mettre métrique égale à 1. Et on va suivre ce réseau. Maintenant, le R3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer à son tour à R2. Qu'est-ce qu'il va lui envoyer? Il va lui dire, moi en R3, si je veux accéder à LAN 6, je dois faire un saut. Donc R2, il est intelligent. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque mon voisin, pour qu'il arrive à un réseau, il va faire un saut, moi je vais faire 2. Déjà, je dois passer par mon voisin. Donc c'est pour cela que, à un moment donné, qu'est-ce que j'aurai? R2, il aura le même réseau 10.060/24, mais maintenant M égale 2. Il sait que 2 sauts pour qu'il arrive à ce réseau. Et ici, la même chose, on va suivre R3, R5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la même mise à jour à R4. Donc R4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours incrémenter la métrique. Et la métrique, c'est le nombre de sauts pour le RIP. Donc 0.6.0/24. Maintenant, la métrique pour qu'il accède R4 au réseau LAN 6, il doit faire. Donc il a reçu 1, c'est-à-dire 2. Donc la même chose, R4, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire mon voisin R5, pour qu'il arrive le LAN 6, il fait un saut. Donc pour moi, puisque je vais passer par mon voisin, je vais faire 2 sauts. Donc cette même information, elle va être envoyée à R2. R2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire
10.0.6.0/24. Mon voisin, il m'a envoyé avec une métrique 2. Moi, je vais avoir une métrique 3. Donc, en fin de compte, rien pour l'analyse d'un seul réseau, R2, qu'est-ce qu'il a? Il a 10.0.6.0/24 avec métrique égale 2 en passant par R3. Et il a aussi 10.0.6.0/24 avec métrique égale 3 en passant par R4. Donc, en fin de compte, une fois la table R2 il sera convergente, la table de routage de R2, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que lui, pour qu'il arrive au réseau, l'AN6, il doit faire, s'il passe de R4, il va faire 3 sauts. S'il passe de R3, il va faire 2 sauts. 1, 2, ici, 1, 2, 3. Maintenant, RIP, la métrique, on a dit, pour RIP, c'est le nombre de sauts. Pour lui, le chemin qui a le moins, la valeur la plus petite en nombre de sauts, le moins de sauts, c'est le chemin qu'il doit préférer. Donc, il a reçu la même destination pour arriver ou là, pour atteindre la même destination. J'ai 2 chemins, il va comparer les métriques. Quelle est la métrique la plus petite? Donc, pour lui, la métrique la plus petite, c'est en passant par R3. C'est-à-dire, il va négliger ça, ou il va installer cette information dans sa table de routage. C'est-à-dire, à chaque fois maintenant R2, il a un paquet à destination de l'AN6, il va l'envoyer à R3 et non à R4. Si le lien, ou là, si il a perdu le lien avec R3, à ce moment-là, il peut refaire le calcul et maintenant il passe par. Mais tant que les deux liens sont, les deux chemins sont opérationnels, toujours les paquets seront. Pourquoi? Parce que pour RIP, le chemin le plus sûr, c'est ça. Pourquoi? Parce que sa métrique, il se base sur le nombre de sauts. Maintenant, la même chose. R2, il a cette information. Il va la faire passer à R1. R1, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pour arriver, mon voisin, lui, pour qu'il arrive à 10.0.6.0/24, il fait 2 sauts. Donc, pour moi, je vais faire 6.0/24 métrique, je vais ajouter 3. Maintenant, il sait que, bien sûr, en passant par R2. Donc, toujours, j'ai le réseau de destination, la métrique, et je vais passer par quel saut? Ce qu'on appelle le tronçon suivant. Donc, le tronçon suivant, c'est lui qui va me montrer la direction. Donc, en gros, maintenant, il a 10.0.6.0/24 avec une métrique égale 3 en passant par R2. C'est ça les informations qu'il a dans sa table de routage. À chaque fois maintenant, un PC ou n'importe quel paquet à destination, il arrive à R1 à destination de 10.0.6.0/24, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il sait qu'il a une route qui mène vers. Il va passer le paquet à R2. R2, la même chose, il a une table de routage qui dit, si vous voulez accéder au 10.0.6/24, passe à R3. R3, la même chose, jusqu'à. D'accord? Donc ça c'est la destination. Ça c'est RIP. Qu'est-ce que vous remarquez? Avec RIP, ce routeur, il a fait confiance au voisin. Donc chaque routeur, il fait confiance au voisin. Est-ce que ce routeur, il sait que, par exemple, ce lien, il est fast Ethernet? Est-ce que ce routeur, il sait que ce lien, il est T1 série? Est-ce que ce routeur, il sait que le chemin, il y a un réseau qui est 10.0.36.0.30? Donc ce routeur n'a aucune connaissance de ce qui se passe derrière ça. Imaginez ça, c'est comme si vous avez un mur
il ne voit rien. Hein? La vision, il n'y a rien. Donc tu me donnes une information de routage, je te dis merci, j'incrémente ma métrique et c'est bon. Je n'ai aucune connaissance de ce qui se passe derrière mon voisin. C'est pour cela que ça s'appelle vecteur de distance. Donc les protocoles qui sont classés en vecteur de distance, normalement, ils n'ont aucune connaissance de la topologie du réseau, la topologie globale du réseau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune vision de ce qui se passe derrière leur voisin. Donc, chaque fois, celui-là, il a envoyé, il va faire confiance aux informations envoyées par le voisin, mais ce routeur, il ne voit pas ce qui est derrière. La même chose. L'information, il passe ici, ce routeur, il ne sait pas ce qui est derrière. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple, c'est que chaque routeur, il ne voit pas ce qui est derrière le routeur voisin. Donc, il prend seulement les informations qui étaient offertes. Maintenant, on le compare avec état des liens, les protocoles qui sont classés en état des liens. Genre OSPF. D'accord? Si je prends OSPF, la même chose. R6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une mise à jour. Dans cette mise à jour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours les réseaux qui sont directement connectés, parce qu'un routeur, quand il démarre, la première des choses, la première connaissance qu'il va faire, c'est les réseaux qui sont directement connectés. Donc il va dire la même chose, 10, 0, 6, 0/24. Je n'ai pas la peine de mettre 1. Comme j'ai dit, on fait l'analyse seulement sur un réseau. Donc, normalement, il va dire aussi, j'ai aussi 10, 0, 56, 0/24, j'ai aussi 10, 0, 36, la même chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai ce réseau. Son type, c'est Fast Ethernet. Et son coût, et la métrique, prenez maintenant métrique, coût, par exemple, c'est un exemple. Bien sûr, plus d'autres informations. Ce n'est pas la peine d'entrer trop dans les détails. Après, Inch'Allah, on va les expliquer, on va les expliquer. Ces informations, il va l'envoyer ici, il va l'envoyer là. Maintenant, R5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la même information. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi aussi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un réseau qui sont directement connectés. Le 10.045 phase 0.1, c'est-à-dire et 10.056 phase 0 phase Ethernet. Plus les informations qui sont obtenues de là. Donc prenons un seul mot. Cette information, elle va être ajoutée, mais maintenant le coût, il sera la même chose, 2. D'accord, donc 10, 0, 6, 0/24. Le réseau, il est Fast Ethernet. Il a un coût de 2. La même chose, celui-là, 10, 0, 6, 0/24. C'est Fast Ethernet. Le coût, c'est 3. Celui-là, la même chose, 10, 0, 6/24. Le coût, c'est 4. 10, 0, 6, 0/24, le coût est 5. Donc toujours il y a un cumul, si vous remarquez, que ce soit le nombre de sauts et les coûts, on sait que les métriques, sont toujours il y a des cumuls, ou bien de la métrique, ou bien des coûts. Donc maintenant, la différence c'est quoi? C'est que imaginez chaque routeur maintenant, il va prendre ces réseaux qui sont directement connectés, il va mentionner le type. Est-ce que c'est Fast Ethernet, ou bien Ethernet, ou bien Giga Ethernet, ou bien Serial, T1, plus le coût du lien. Chaque lien, il a un coût. Si vous vous rappelez de SPF, une chose. Donc on a le coût du port. Ici, on a un routeur, on travaille par un lien. C'est-à-dire, le lien, ou bien ce câble, il a aussi un coût. Les coûts, ils sont aussi cumulés en sortie, pas en entrée. C'est-à-dire, premier, deuxième, jusqu'ici. Troisième. Donc, si je veux, moi, aller de R1 jusqu'à les coûts, ils seront
en sortie, par exemple, ou bien de là, ou bien de, je ne sais pas maintenant ce routeur, il va choisir cette route ou bien cette route. Mais maintenant, remarquez, R1, à un moment donné, il a toutes les informations envoyées par R6 qui a les liens qui sont connectés, plus les liens qui sont connectés ici, plus les liens qui sont connectés, plus les liens qui sont connectés. D'accord? Donc on va prendre que R6, on va nommer message de R6. Donc R6, il a un message, ou l'information de routage, je vais le nommer information de routage de R6. Là, pour moi, information de routage, c'est quoi? Les réseaux qui sont directement connectés avec leur type, c'est-à-dire Fast Ethernet ou bien Ethernet, plus le coût. Tout ça, on va l'appeler pour avoir une simplification. Information de routage R6. Celui-là, il a aussi information de routage, mais maintenant R5. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les réseaux qui sont directement connectés de R6 avec leur type et le coût. R4, information de routage de R4. La même chose. R3, information de routage de R3. R2, de R2. Donc, chaque routeur dans la topologie OSPF, il va prendre tous ces réseaux qui sont directement connectés avec beaucoup plus d'informations que ce que fait le RIP. On a dit même le type de lien, c'est quoi? Est-ce que c'est Ethernet, Fast Ethernet? Plus le coût, il va l'envoyer. Maintenant, chaque routeur qui reçoit information de routage à partir d'un voisin, il va l'ajouter à la sienne, c'est-à-dire celui-là maintenant, quand il va envoyer les deux. Donc, je vais envoyer mes informations de routage plus les informations de routage que j'ai reçues du voisin. R4, qu'est-ce qu'il aura? IR de R5, IR de R6, plus celle qu'il a générée lui, il va l'envoyer à R2. R2, qu'est-ce qu'il a? Il a ces trois informations, plus celle qu'il a générée, il va l'envoyer à... C'est-à-dire R1, qu'est-ce qu'il aura? Il aura information de routage de lui, de R1, plus information de routage de R2, plus information de routage de R3, plus information de routage de R4, plus information de routage de R5, plus information de routage de R6. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Je vais vous, pour simplifier, imaginer information de routage comme un livre. D'accord? Et une fois ils sont cumulés, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque, on a plusieurs livres. Donc, chaque routeur, il va générer un livre, il va l'envoyer au voisin. Le voisin, il va essayer de créer une bibliothèque. Il a son propre livre, plus le livre du voisin, on va le cumuler. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tous les routeurs, ils auront toutes ces informations. Et pour que je dise que le réseau OSPF, il est convergent, c'est-à-dire tous les routeurs, ils doivent avoir les informations de routage de tous les autres routeurs. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire je dois trouver sur chaque routeur 6 informations de routage. Donc une du routeur lui-même et 5 des autres routeurs. D'accord? Donc, sinon l'objectif ici, c'est que maintenant, ce routeur, il connaît la topologie globale du réseau. Par exemple, si je reçois les informations de routage de R2, je sais que R2, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il a un réseau 10.0.23, il a un réseau 10.24, et le type d'IOM c'est Fast Ethernet, et le coût d'IOM c'est tel et tel. Pour les informations de R3, je sais que R3, qu'est-ce qu'il a comme réseau directement connecté? Il a ce réseau, quel est le type de ce réseau avec les coûts? R6, qu'est-ce qu'il a? R6, il a 3. Je sais que je suis là, je suis très loin de R6, mais je connais R6, quels sont les réseaux qui sont directement connectés à R6 et quels sont leurs types. Je sais que R6, je suis R1 et je sais que R6, il a un réseau 10.0.0C qui est Fast Ethernet, il a un autre réseau 10.0.30.0/30 qui est T1, un autre qui est 10.0.56 qui est F1. Je le connais même si il est très loin de moi. Donc état de lien,
si je veux le résumer, c'est comme si vous avez un œil du haut de la topologie. Donc chaque routeur, il connaît la topologie globale du réseau. Et pas seulement ce qu'il m'a dit mon voisin. Hein. Je vais me contenter des informations que mon voisin m'a envoyées. Là, je vais moi-même, par la suite, je vais moi-même travailler pour sortir, pour arriver à la topologie globale, comment il est. Donc je vais aussi vous expliquer ça. Donc vecteur de distance. Vecteur de distance, c'est comme si vous avez des panneaux de signalisation. Je ne sais pas, par exemple, vous entrez dans une ville, vous ne connaissez pas la ville, vous avez des panneaux avec des flèches. Ils vont vous dire, par exemple, centre-ville. Passez par ici. C'est pas par là, il y a le théâtre, d'accord. Par là, il y a, je ne sais pas, d'accord, centre commercial. Donc ça, c'est, on va faire l'équivalent, c'est comme un vecteur de distance. C'est-à-dire que vous êtes devant le panneau de signalisation et vous faites confiance au panneau de signalisation. Vous voulez aller à centre-ville, vous avez le panneau devant vous, il y a une flèche, c'est bon, je dois suivre ces directions, le vecteur. Hein, c'est ça le vecteur. Le vecteur, c'est le sens, hein, une direction. Par contre, l'état des liens, c'est comme une carte de la ville. Vous êtes donc vous n'êtes jamais venu visiter une ville. Vous avez une carte de la ville. Là, parfois même dans la ville, il y a parfois des emplacements là où ils vous mettent des cartes et vous êtes ici. C'est-à-dire si vous avez une carte, c'est comme si vous voyez la ville du haut. Hein, vous connaissez les coins de la ville, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a ici. Donc c'est pour vous simplifier les choses. Donc vecteur de distance, c'est comme des panneaux de signalisation. À chaque fois, je dois trouver un panneau de signalisation devant moi. L'état des liens, c'est comme si vous avez une carte de la ville et à partir de cette carte, vous pouvez vous diriger vous-même. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? La différence entre vecteur de distance donc ce que j'ai dit en dernier, donc, la ressemblance. Donc je dis pour vous expliquer, pour simplifier les choses, c'est-à-dire je peux faire une équivalence entre vecteur de distance, comme les panneaux de signalisation. Panneaux de signalisation qu'on trouve ou bien dans les autoroutes ou bien dans une ville. Hein. Mettez-vous, vous n'avez jamais visité une ville et vous voulez aller à un emplacement. Et vous allez vous baser sur les panneaux de signalisation qui sont dans la ville. Comme j'ai dit, donc vous trouvez un panneau, centre-ville, c'est pas théâtre, piscine, centre commercial, et à chaque fois vous avez des flèches. Donc déjà, là où vous êtes, vous n'avez aucune connaissance sur toute la ville. À chaque fois, vous vous déplacez via des panneaux de signalisation. Par contre, l'état des liens, c'est comme une carte topographique, d'accord? Une carte, c'est-à-dire déjà si vous avez une carte, vous voyez la carte par-dessus, et c'est comme si vous avez une vue globale sur la ville. Et vous avez des coins, donc vous pouvez situer à partir de la carte, il est où le théâtre, il est où le centre-ville, il est où le centre commercial. Donc à partir de votre carte, vous pouvez voir toute la ville. Ça serait pour vous simplifier les choses, dans un protocole d'état des liens, le protocole il a toute la connaissance de la topologie. Dans les protocoles vecteurs de distance,
Les protocoles n'ont pas une connaissance globale sur toute la topologie, ils connaissent seulement le voisin. Donc j'ai dit, notre exemple, R1, il connaît même R6, il est où, quels sont les réseaux qui sont directement connectés à R6 et quel est leur type. Ça, un vecteur de distance ne peut pas le faire. Le vecteur de distance, il connaît seulement qu'il a un voisin qui est connecté ici, donc il ne connaît pas ce qui est derrière. D'accord. Donc dans un vecteur de distance, je fais confiance au voisin, donc les informations qu'il me donne, je les compare. Je vais trouver quelle est la métrique la plus petite et je vais l'utiliser. Ici, non. Ici, il va regrouper la bibliothèque, ce qu'on a dit la bibliothèque, il va rassembler toutes les informations de routage de tous les routeurs. Une fois il a toutes les informations de routage, il va faire un petit calcul pour voir quel est le chemin à suivre. Par exemple, prenons le cas ici, comme ce qu'on a fait dans RIP. Si vous remarquez, R2, qu'est-ce qu'il va faire? R2 déjà, il a deux chemins pour arriver à 10.0.6.0.24. D'accord? Donc avec OSPF, donc on a dit avec RIP, il va choisir le nombre de sauts dans le chemin, le nombre de sauts le plus petit. OSPF, la métrique, c'est la bande passante. Déjà, OSPF, il ne l'appelle pas une métrique, il l'appelle un coût, donc c'est une appellation. Un coût, c'est une métrique. Donc le coût OSPF, c'est la bande passante, c'est-à-dire quand on dit une métrique ou bien un coût pour un protocole de routage, c'est une valeur qui va montrer à ce protocole de routage quel est le meilleur chemin, quel est le chemin le plus court. Bien sûr, s'il a deux chemins qui mènent vers la même destination. L'exemple que j'ai ici, R2, il a deux chemins qui mènent vers la même destination. Est-ce qu'il va préférer ce chemin comme RIP ou bien il va préférer ce chemin? Donc, pour OSPF, puisque c'est la bande passante, c'est-à-dire le chemin le plus rapide, c'est lui qui sera utilisé. Donc, les liens sériels T0, normalement, ils ont mégabits par seconde. Chaque lien T1 série, il a 1,5 mégabits par seconde. Celui-là aussi 1,544 mégabits. Fast Ethernet, vous connaissez, donc c'est 100 mégabits par seconde. 100 mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde. Donc à votre avis, OSPF, il va préférer ce chemin ou bien ce chemin? Donc, puisque il se base sur la bande passante, il va préférer le chemin là où il y a une bande passante élevée. C'est pour cela qu'OSPF, il va faire moins de temps s'il passe par ici, s'il passe par 3 routeurs, que s'il passe seulement par 2 routeurs. Donc dans la logique de RIP, le RIP il n'était pas vraiment intelligent, il se base seulement sur le nombre de sauts. Il ne sait pas si dans les nombres de sauts, le lien qui lie les sauts, est-ce qu'il est plus rapide ou moins rapide, donc il ne fait pas, c'est-à-dire il n'a pas ce souci. Par contre, les protocoles de routage qui se basent sur la bande passante, plus le chemin il est rapide, plus il est préféré. C'est pour cela qu'on va voir, si on a une bande passante plus élevée, le coût il sera plus bas. Bon. C'est pour cela que OSPF il va préférer les coûts inférieurs, les coûts bas. Pourquoi? Parce qu'un coût bas il est égal à une bande passante plus élevée. D'accord? Donc la différence c'est que en se basant sur la bande passante, c'est une façon plus intelligente, c'est que je vais choisir, même si j'ai plusieurs routeurs dans mon chemin, mais si le débit que je vais faire, la bande passante, elle est beaucoup plus élevée, donc je vais préférer ce chemin. D'accord? Donc c'est pour cela que
ce routeur, qu'est-ce qu'il va? Il va envoyer. Ce routeur, il va dire, voilà les informations que j'ai choisies, c'est ces informations. Plutôt, il va lui donner les informations. Ce routeur, lui, il va faire le calcul. Il va trouver que ce chemin, c'est le plus court. C'est lui qui va l'installer dans sa table de routage. Il va enlever ça. Donc, une fois il envoie les informations, à chaque fois maintenant, PC1 ou la R1, il veut communiquer avec le réseau LAN 6, il va envoyer le paquet à R2, et R2, il va l'acheminer comme ça. Clair maintenant? C'est bon? D'accord. Très bien. Donc on reprend sur les... toujours la même. Donc maintenant, vous voyez de quoi il s'agit ici. Donc j'ai dit, on a les protocoles IGP, c'est ça? Protocole de routage interne. Dans le protocole de routage interne, on a deux. Donc on a les vecteurs, le protocole classé en vecteur de distance et on a le protocole classé en état des liens. Parmi les vecteurs de distance, on a RIP et UGRP, c'est ancien ça, c'est obsolète. Déjà ils sont par classe. C'est-à-dire les réseaux par classe, la logique par classe, c'est-à-dire donnez-moi un réseau, je te donne l'adresse, le masque par défaut de la classe. Donc il ne sait pas les sous-réseaux, les V, les SEM, les CIDR. D'accord. C'est pour cela que la notion sans classe, les protocoles sans classe, maintenant, ils gèrent. Par exemple, si vous donnez un réseau slash 25, il le connaît, slash 27, slash 19. D'accord. Par classe, il ne connaît que slash 8, slash 24, slash 16. Les masques par défaut des classes. Hein. C'est pour cela qu'ils ne sont plus utilisés maintenant les protocoles de routage qui sont par classe. Donc RIP version 2, UIGRP. Ce sont deux protocoles de routage. Donc ça, Inch'Allah, on va le voir par la suite. RIP version 2, donc c'est première année. Alors, OSPF aussi, la même chose. OSPF, la première version zone unique. RIP NG, c'est pour la version IP, ou la RIP version IP version 6. La même chose UGP pour IP version 6. État de lien, on a OSPF version 2 pour IP version 4. La même chose, il est sans classe, il est plus utilisé. On a un autre protocole qui est IS, donc vous ne l'avez pas dans votre cursus. Donc c'est un protocole, même principe, état des liens, même principe qu'OSPF, sauf que il y a une petite différence dans IS. On a aussi l'OSPF version 3, c'est pour IP version 6. Il y a même une version OSPF version 3 qui gère IP version 4 et aussi IP version 6. D'accord, donc version 2 pour seulement IP version 4. Version 3, ils ont mis la prise en charge du protocole IP version 6. Maintenant, les protocoles de routage externe, c'est-à-dire EGP, Exterior Gateway Protocol. C'est-à-dire qu'ils vont lier les systèmes autonomes entre eux. On a vecteur de distance, parfois même on l'appelle des chemins de distance. Il y a EGP, c'est un ancien protocole aussi, donc il n'est plus utilisé. Et on a le BGP, Border Gateway Protocol. Donc BGP, c'est ce qui est utilisé jusqu'à présent entre les systèmes autonomes sur Internet. Et sa version IP version 6, c'est BGP pour IP version 6. Maintenant, les fournisseurs de services, ils utilisent les deux, puisque l'adressage IP version 6, donc au fur et à mesure, il est présent sur Internet. D'accord? Voilà. Maintenant, on
entamer la partie OSPF, donc le processus. Donc pour nous, OSPF, donc abréviation Open Shortest Past First. Donc Open Shortest Past First. Si on veut une traduction mot en mot, donc on peut dire donc c'est le chemin le plus court en premier. Donc déjà c'est Open SPF. On va voir pourquoi SPF. Déjà le SPF c'est l'algorithme. Donc toujours on a cette notion, on a un protocole, que ce soit un protocole de couche 2, un protocole de couche 3, un protocole de routage, mais un protocole de commutation. Toujours on a le programme plus un algorithme. Donc l'algorithme c'est lui qui fait le calcul, hein, l'instance de calcul, le processus de calcul. Donc c'est pour cela, si vous vous rappelez STP, il a le STA. STP c'est le protocole, mais à l'intérieur il y a un algorithme STA. C'est lui qui va faire le calcul pour choisir quel est le commutateur racine, ainsi de suite. Il va indiquer les ports, les types, les rôles des ports, ainsi de suite. La même chose, on a un protocole de routage, d'accord, et dans le protocole de routage, on a un algorithme. C'est lui qui va assurer le calcul que va faire ce protocole. Donc c'est pour cela que le protocole ça s'appelle SPF. Open, normalement c'est open, pourquoi? Parce que on va dire, il est libre, hein, open source. Donc celui qui a développé ce protocole, donc il l'a mis en open, et c'est-à-dire l'industrie ou l'IETF, il l'a pris et il l'a mis dans l'OSPF. Donc l'OSPF, il a été développé par l'IETF et donc il a mis dedans l'algorithme SPF. Donc pour cela, avant, donc on va mettre fonctionnement de l'OSPF. Donc petit 1, on va mettre le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il fait l'OSPF au départ? Première des choses, découverte des voisins. Première des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Découverte des voisins. C'est quoi la découverte des voisins? Donc chaque routeur OSPF, comme j'ai dit, la première des choses, il va essayer de connaître est-ce qu'il a des voisins. Donc premier, il va envoyer un bonjour, hein, la requête, voilà le message hello. Deuxième aussi, il va envoyer le hello. Donc, une fois on échange les hello, normalement à un moment donné, on va former ce qu'on appelle un voisinage. On va créer un voisinage. Donc, la première des choses que l'OSPF, une fois vous démarrez votre routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, une fois les interfaces ils sont initialisées, ils sont aptes, et les interfaces c'est-à-dire ils sont configurées pour l'OSPF, ils vont essayer de s'échanger des messages hello. Maintenant, quelles sont les conditions pour former un voisinage OSPF? Très important. Pour OSPF, il y a des conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, le voisinage il peut pas se former. Je vais mettre conditions pour former, voilà, pour créer, pour former un voisinage OSPF.
Donc les deux routeurs voisins, hein, pas forcément un routeur, il peut avoir seulement un voisin. Donc un routeur, il peut avoir deux voisins, comme le cas que j'ai ici dans le topol. Donc un routeur, il peut avoir deux voisins, trois voisins, ça dépend de l'agencement des routeurs. Bref, ici, donc je peux mettre, je vais mettre l'exemple avec deux routeurs, mais pas forcément deux. Donc les deux routeurs, je vais dire, doivent avoir même ID réseau et même masque de sous-réseau. Donc je vais écrire tout ça et à la fin je vais les expliquer. Donc B, même intervalle hello et dead. Hello interval and dead interval. Un intervalle de mort. C. Même ID zone. On appelle area. Area ID. Okay. Je sais pas, j'ai un problème avec ce clavier. Même type d'authentification. Bien sûr, authentification si il est requis. Authentification, c'est pas obligatoire dans OSPF, c'est-à-dire on va dire pas parmi les conditions, mais une fois il est configuré dans un routeur, vous devez le configurer dans l'autre. Donc on va mettre c'est les requises. Donc on va expliquer, vous devez vous rappeler de ça, les conditions pour former un voisinage. On va prendre le premier. Même ID réseau et même masque de sous-réseau. C'est-à-dire quoi? Donc ici, prenons ce routeur avec ce routeur. Donc ils vont être voisins. Le réseau, le lien sur lequel ils sont connectés, le réseau. Donc vous savez que dans une adresse réseau, il y a une partie ID réseau, il y a une partie ID machine. D'accord? Par exemple ici, 10.0.12.0/30. Normalement je dois avoir ici 24, parce que c'est Fast Ethernet. C'est un lien partagé. Le /30, c'est seulement sur les liens point à point série. Je peux avoir 30. Je vous dis, normalement, les liens partagés, toujours c'est 24. Et là, je peux mettre un switch ici et lier d'autres routeurs ou bien des ordinateurs. Bref. Donc, si je mets un 10.0.12.0/24, c'est-à-dire les 24 premiers bits c'est l'ID réseau. Et les 8 bits qui restent, l'adresse IP, il a 32 bits. Donc, slash, c'est-à-dire les premiers bits, ça représente l'ID réseau. Ou le reste, pour atteindre 32, c'est-à-dire 8, c'est la partie machine. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'ID réseau. C'est-à-dire qu'ils disent que ces interfaces, ils doivent avoir le même ID réseau. C'est-à-dire, pour moi, ces 3 premiers octets, ils doivent être les mêmes.
et le même masque. Donc, vous ne pouvez pas avoir, par exemple, comme j'ai dit ici, 10.0.12.1/24, et ici vous mettiez 10.0.12.2/30. J'ai le même ID réseau, mais j'ai pas le même masque. Donc ça marche pas. Donc ça c'est la première condition. Donc la première condition c'est pour que dans OSPF deux routeurs soient ou la forme un voisinage OSPF, la première des choses, les adresses IP, le lien, hein, les deux bouts du lien, les cartes réseau, chaque carte réseau, il doit avoir le même ID réseau et le même masque que l'autre. Deuxième, j'ai même intervalle hello et dead. Intervalle hello. Donc j'ai dit normalement pour qu'ils forment voisinage, le premier message qui sont envoyés, c'est un message qui s'appelle le hello. Et le hello, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le hello, normalement, je vais vous s'appeler. Par exemple, hello, R1, il va envoyer un hello. Il va dire, moi, je suis R1. Quelques informations, on peut les voir par la suite. Et il va l'envoyer à R2. R2, la même chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi, je suis R2. J'ai un voisin qui est R1. Puisque déjà, il a reçu en premier hello. C'est-à-dire, il a lu dans le hello qu'il y a un voisin qui s'appelle R1. Il va l'envoyer. Donc les hello, c'est comme si deux routeurs ils vont se connaître et d'une façon polie, donc la politesse. Bonjour, bonjour, chacun va présenter son nom à l'autre. Donc les intervalles hello, par défaut, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle les timers. Imaginez que le hello, c'est x en seconde. Cette valeur x qui est ici, il doit être la même là. C'est la fréquence avec laquelle un routeur il envoie hello. Donc le hello il a une fréquence. On va voir par la suite le temps. Maintenant le dead time. C'est quoi le dead time? Le dead time c'est équivalent au hold time. C'est-à-dire si je n'ai pas reçu le hello pendant une période y en secondes, je vais aussi par la suite on va voir c'est quoi c'est. Je vais considérer que mon voisin n'est plus en ligne. Donc il y a le hello interval, il y a le dead interval, c'est-à-dire c'est un intervalle de mort. Je vais considérer que mon voisin n'est plus en vie. D'accord? Mais en général, dead, il est 4 fois le hello. D'accord? Ça veut dire, je ne vais pas attendre seulement le temps d'un hello, ou bien 2 hello, ou bien 3. Je vais attendre le temps de 4 fois hello pour déclarer mon voisin indépendant. Je vais avoir une patience, je vais patienter un petit peu. Pas forcément. Donc une fois je ne reçois pas le premier hello, je vais dire là. Parce que si c'est comme ça, votre réseau il peut être instable. Imaginez qu'un hello il est perdu dans le réseau, d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont dit non, donc on ne va pas prendre en considération le premier hello, ni le deuxième, ni le troisième, mais si je ne reçois pas 4 fois l'intervalle de hello à partir d'un voisin, le hello, je vais le considérer comme étant hors ligne. Et s'il est hors ligne, je vais le déclarer dans le réseau. Je vais annoncer que j'ai plus un voisin qui s'appelle R2 avec les... Et cette annonce, il va arriver au fur et à mesure les autres routeurs, et les autres routeurs aussi, ils vont refaire le calcul pour enlever les routes qui mènent vers ce routeur. Donc, j'ai le hello et j'ai le dead. Parmi les conditions de voisinage, pour qu'on forme un voisinage, une contiguïté, il faut que ces deux intervalles, leur valeur soit la même dans les deux routeurs qui vont être voisins. Donc on reprend.
troisième point, même ID zone, ce qu'on appelle area. Maintenant, l'OSPF, il est hiérarchique. L'OSPF, c'est un protocole hiérarchique. Hiérarchique, ça veut dire vertical. Pas comme RIP. RIP, il est plat. RIP, il est plat. Donc, horizontal. Donc, on a une structure hiérarchique, c'est-à-dire on a des zones. Donc, OSPF, il fonctionne avec des zones. Remarquez, je peux avoir ici, je vais mettre seulement les routeurs, zone. Je peux avoir ici une autre zone. D'accord. Donc, zone, un exemple, zone 0, zone 100. Donc, pour que deux routeurs aussi soient voisins, ils doivent appartenir à la même zone. Donc, je vais dire, ce routeur, il va former une contiguïté avec ce routeur. Ce routeur, il va former une contiguïté avec ce routeur. Ce routeur avec ce routeur, ainsi de suite. Donc, les routeurs appartenant à, c'est-à-dire des zones qui n'ont pas le même ID, ils ne peuvent pas être. Si jamais, par erreur, c'est une configuration, vous avez configuré, par exemple, ce routeur avec zone 0, et vous avez configuré ce routeur avec zone 10. Ils ne peuvent pas être voisins. D'accord. Donc les routeurs, puisqu'on va voir par la suite les réseaux, les interfaces, ils doivent appartenir à une zone. Cette interface doit appartenir à zone 0. Cette interface elle doit appartenir à zone 0, sinon ça ne marche pas. Donc dans la configuration, Inch'Allah, on va voir d'abord les notions pour comprendre les problèmes que je peux avoir. Parfois, vous avez votre configuration qui est point et vous n'avez pas un voisinage. Donc, normalement, vous devriez être capable de diagnostiquer pour voir il est où le problème. Pour diagnostiquer, donc, normalement, je dois connaître quelles sont les conditions que les routeurs doivent respecter pour qu'ils aient avec la contiguïté. Donc, même type d'authentification, c'est les requis. Donc, là, comme j'ai dit, l'authentification, c'est pas vraiment un point obligatoire. Pourquoi on va faire l'authentification? C'est tout simplement l'authentification, donc R1, avant d'envoyer ces informations de routage à R2, il doit être sûr que R2 il est légitime. La même chose. R2 ne va pas envoyer son information de routage plus les informations qu'il a reçues jusqu'à ce que il va être sûr de l'identité de R1. Pas obligatoire, mais si une fois vous avez fait par exemple une authentification ici, vous devez la faire. C'est-à-dire je dois informer R1 que R2, voilà son authentification. Si on partage un mot secret, par exemple, je peux dire entre R1 et R2, il y a un mot secret qui partage. Un mot secret. Ça. Donc une fois le mot de R2, il va dire le mot secret à R1, il sait que c'est bon, il est authentique. La même chose. Si R1, il va dire le mot secret à R2, il sait que l'objectif, c'est qu'on a une sécurité, c'est qu'en aucun cas, les informations de routage, ils vont être acheminées à un routeur s'il n'est pas authentifié. Imaginez quelqu'un, il vient vous mettre ici un routeur, même avec un ordinateur, je peux simuler un routeur
un hacker, il peut vous mettre ici lié, et ce routeur, il peut lui envoyer toutes les informations de routage. Donc s'il y a une authentification, en aucun cas, ce routeur ne va envoyer. Pourquoi? Parce que ce routeur ou la même le hacker n'a pas le mot clé, le mot secret que ces deux routeurs partagent. L'authentification, c'est par lien. C'est-à-dire, je peux mettre ici une authentification, je peux être entre ces deux une autre authentification, d'accord? Donc c'est par lien, ces liens qui vont s'échanger des informations de routage. C'est pas une obligation, c'est-à-dire dans notre topologie OSPF, on doit obligatoirement avoir pour qu'il marche l'authentification, mais nous, l'authentification, ça va nous ajouter un autre niveau de sécurité si on veut le faire. Mais si on le fait, on doit le faire sur les deux bouts. Par exemple, si vous le faites ici, vous n'êtes pas obligé de le faire là. Donc vous le faites dans le lien, là où ils vont se partager le hello. Je peux faire une autre authentification ici. Pourquoi? Parce que ces deux, ils peuvent... Voilà, donc ça c'est les conditions pour que les routeurs soient voisins dans OSPF. Deuxième phase. Donc la première phase, on a dit que OSPF il va faire, c'est la découverte des voisins. La découverte des voisins, il s'effectue via des messages hello. Donc on peut mettre ici via des paquets. Donc échange, deuxième phase, échange des informations. Des informations d'état, des liens. Maintenant, la deuxième phase, une fois le voisinage il est monté, les deux ils sont considérés en étant voisins, ils vont commencer maintenant à échanger des informations qui vont servir par la suite au routage. Donc, les premières informations qu'ils vont échanger, ça s'appelle des informations d'état des liens. Comme ce que j'ai expliqué en premier, état des liens, c'est-à-dire chaque routeur, il va envoyer les réseaux qui sont directement connectés aux voisins. C'est-à-dire, je vais informer mon voisin par quels sont mes liens, quels sont les états des liens. Pas seulement les liens, mais aussi leur état. Le type, le coût, fonctionnel, non fonctionnel, tout ça. Donc ça on appelle état de lien. Vous allez entendre souvent avec OSPF état de lien. Déjà, c'est un protocole à état de lien. Il utilise aussi ces terminologies dans le processus, dans son propre processus. Donc là, le principe, c'est quoi? Chaque routeur OSPF informe son voisin, ou ses voisins, ça dépend. Est-ce qu'il a plus d'un seul voisin? Des réseaux qui lui sont directement connectés. L'état des réseaux, est-ce que, comme j'ai dit, est-ce que c'est up, la down, le type, est-ce que Ethernet, Fast Ethernet, Giga, ou bien T1, T2, Serial, E1, E2, ça dépend. Le coût OSPF de chaque lien et un numéro de séquence. Un numéro de séquence, on va voir, le numéro de séquence, c'est, par exemple, si jamais un routeur m'envoie ces informations de routage, il va mettre un numéro de séquence. Maintenant, ces informations de routage, ils sont reçues par R3 avec le même numéro de séquence. Donc je ne peux pas lui envoyer, c'est-à-dire la même information avec le même numéro de séquence. Donc s'il reçoit une deuxième fois la même information avec le même numéro de séquence, il sait qu'il n'y a pas de changement. Il va le rejeter. Donc numéro de séquence, en quelque sorte, il va c'est-à-dire informer les routeurs récepteurs. Est-ce qu'ils ont déjà cette information ou c'est une nouvelle information ou là c'est une information qu'ils l'ont déjà. D'accord, donc ça c'est
l'échange des informations. Ces échanges d'informations, donc chaque routeur il va rassembler, comme j'ai expliqué plus le début, il va rassembler les différentes informations d'état des liens. Il l'enverra au voisin. Hein. Moi je prépare mon livre, le voisin il m'a envoyé son livre, je vais prendre les deux livres et les envoyer à mon voisin à moi. Le voisin à moi, la même chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son livre plus les deux que j'ai envoyés, il a maintenant 3, il va l'envoyer à son voisin, ainsi de suite. Jusqu'à ce que le tour il va se faire sur toute la topologie, et à un moment donné, chacun de nous, chaque routeur, il va créer une bibliothèque. Une bibliothèque avec plein de livres. Le nombre de livres, c'est le nombre de routeurs que j'ai. Donc, si j'ai dans ma topologie OSPF 6 routeurs, je dois avoir une bibliothèque avec 6 livres. D'accord? Et pour simplifier les choses. Donc, imaginez les informations de routage que je vais recevoir du voisin, c'est un livre. Il va écrire son livre, il va me l'envoyer. Moi aussi, je vais écrire mon livre et je vais envoyer le tout, hein, ce que j'ai reçu et aussi ce que j'ai créé au voisin, et ainsi de suite. À un moment donné, tous les routeurs, ou la topologie il sera convergente. Pourquoi? Parce que tous les routeurs, ils ont ce qu'on appelle la même base de données d'état des liens commune. Semble. Donc si je vais dans R6, je vais trouver la même chose. Si je vais dans R5, je vais trouver les 6 livres. Si je vais dans R3, je vais trouver les 6 livres, ainsi de suite. Donc ça, ce qu'on appelle une base de données d'état des liens. D'accord? Donc tous les routeurs, ils doivent avoir les mêmes informations d'état des liens. C'est ce qu'on appelle la base de données d'état des liens. D'accord? Donc après 3, on a la création de l'arbre SPF. Donc revenons ici aussi la même chose, je peux dire. Donc ça c'est via les LCP. Donc LCP en général c'est Link State Protocol. State Protocol. En général, donc les paquets qui sont envoyés entre les routeurs OSPF, ça s'appelle les LSP. Donc Link State Protocol. On va voir les différences, parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle les LSA, les LSU, les LSR. Mais bref, globalement, on va l'appeler jusqu'à présent LSP, Link State Point. Ce sont des protocoles d'état des liens. Packet plutôt, hein, LSP, packet, pardon. Paquet d'état des liens, donc Link State Packet. Donc une fois, chaque routeur, il va regrouper tous les liens, les états des liens envoyés partout. Il a regroupé cette base de données d'état des liens, c'est-à-dire cette bibliothèque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant exécuter l'algorithme SPF. Donc la création, on l'appelle création de l'arbre SPF, pardon, ici c'est SPF. SPF, donc c'est le même, donc shortest past first, c'est le même nom que l'OSPF. L'OSPF est open, d'accord. Donc cet algorithme, donc la personne qui l'a développé, il s'appelle Dijkstra. Donc c'est un mathématicien néerlandais, donc il est décédé en 2002. Donc c'est lui qui a développé cet algorithme, et comme j'ai dit, il est utilisé dans plusieurs programmes. Parmi autres, comme on a dit, l'AETF, il a pris cet algorithme, il l'a intégré à l'OSPF. Donc l'arbre SPF, ce n'est autre que
le routeur, chaque routeur maintenant qui a rassemblé toute la base de données d'état des liens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'exécuter l'arbre SPF. Donc cet arbre SPF, le principe c'est quoi? Donc chaque routeur, il va se considérer racine. Donc un arbre, c'est quoi? Un arbre, il a une racine. Bon. Normalement, ici, on a un arbre inversé, c'est-à-dire la racine, il est en haut. Normalement, généralement, les arbres, ils ont la racine en bas. Mais ici, on a l'arbre, mais la racine, il est en haut. Donc, chaque routeur, il va se considérer une racine. Maintenant, pour faire le calcul, on va revenir à notre schéma. Si on prend ce schéma, maintenant, ce routeur, R1, une fois, j'ai dit, il a rassemblé tous les états des liens, c'est-à-dire les 6 livres, hein, il a formé une base de données d'état des liens. Une fois il a formé la base de données, il va exécuter son algorithme SPF. Ou l'algorithme SPF, qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer ce qu'on appelle un arbre. Maintenant, l'arbre, comment il va le calculer? Puisque R1, il a dit, il va être considéré comme une racine. Donc, racine R1. Il va commencer par lui. Et il va dire, de moi, je vais tracer les chemins vers toutes les destinations. On va prendre un exemple, toujours L6. Alors, il peut y avoir plusieurs autres destinations. Donc, ce qui est vrai pour cet exemple, il est vrai pour toutes les destinations. Donc, je vais faire un exemple pour R1 avec une seule destination, mais imaginez qu'il y a aussi ici un LAN 3, ici il y a LAN 4, ici il y a LAN 5, c'est-à-dire chaque routeur, il va faire le même calcul pour chaque destination. C'est un travail, c'est un travail, c'est très performant. Maintenant, pourquoi l'objectif, c'est que maintenant chaque routeur, il va avoir une vue globale sur toute la topologie. C'est pour cela qu'il va faire maintenant son calcul. Et pas attendre le voisin à ce qu'il me dit, donc pour atteindre le réseau tel, voilà, vous devez faire 3 sauts, 4 sauts, là. Maintenant, chaque routeur, il va regrouper, il va rassembler toute la base de données d'état des liens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de calculer lui-même comment il peut arriver à chaque destination. Alors là, on va prendre donc de R1 vers LAN. Donc, une fois il exécute pour voir la destination vers LAN, on a dit, l'arbre, il va se considérer lui-même comme la racine. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? En fonction des états des liens qu'il a reçus, il va dire, j'ai ici R2. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai R4. Après, j'ai R5. Après, j'ai R6. Et après, j'ai le LAN 6. Normalement, qu'est-ce qu'il a? Il a un autre chemin, R3, R4, pardon, R6, LAN 6. D'accord? Ça, c'est l'arbre. Lui, il est la racine. On a dit l'arbre, c'est pas l'arbre qu'on connaît, mais l'arbre inversé, c'est-à-dire la racine, il est en haut. Donc, chaque routeur qui va effectuer le calcul SPF, il va se considérer comme racine. C'est-à-dire maintenant, si R2, il va faire le calcul, c'est lui qui va être R2 et les destinations. Donc, prenons l'exemple ici de R1. Maintenant, R1, en fonction des informations d'état des liens, déjà, R2 pour lui envoyer les informations, déjà R2, il a déjà calculé quel est le meilleur chemin pour qu'il arrive, lui, à... Ce qui fait déjà R2, il lui a donné ce chemin. Donc ça, c'est inutile. Déjà, ça, c'est inutile. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, R1, déjà, si on veut faire ça, R1 ou R2, le lien qu'il y a dans R1 et 2, il connaît son coût. Imaginez, par exemple, je vais donner ici 5. Ici 5. C'est-à-dire les coûts, ils sont, puisqu'on a le même fast Ethernet. Enfin, un exemple. Hein, c'est pas le bon coût, mais un exemple. 5. Donc, les coûts, ils sont cumulés en partant
dans la sortie, en partant du routeur qui fait le calcul jusqu'au réseau de destination. C'est-à-dire, on sort du réseau de destination. Donc, si on cumule, on fait une égalité, 5, 5, 5, 5, 5. C'est-à-dire, le coût, il est égal à 25. Si je prends la même chose ici, j'ai le coût, par exemple, on va prendre 10, 10, 5. Donc donc ça c'est déjà 5, pardon. 5. Donc, le premier c'est 5, d'accord. Ici 10, ici 10, ici 5. Si je veux prendre l'autre chemin pour vous montrer. Donc j'aurai l'autre passage, il va passer de R2, de R2 vers R3, de R3 vers R6. Et après il y a le LAN. Donc si je prends la même chose ici, le lien, on va lui donner 5, c'est-à-dire 5. Après, le lien ici, je vais lui donner. Lui, normalement, il ne voit pas ça. Devant nous, on a la topologie, on peut la voir. Mais imaginez que le routeur n'a pas cette topologie. C'est lui qui va la calculer pour la ressortir. Il a 10, et ici, il y a 5. Donc j'ai 5, 10, 10 et 5, ça fait 30. Donc déjà, le coût 25, il est plus petit que 30. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser ce. Donc il va garder cet arbre. Ça, c'est l'arbre SPF que l'OSPF a calculé. La même chose, R2, qu'est-ce qu'il va faire? Donc j'ai R2. R2, pour qu'il arrive toujours 10, 06, 0/24, il a un passage. Donc imaginez R2, normalement, il ne voit pas aussi la topologie. Donc il a un passage de R4, donc R4, R5. Donc, remarquez maintenant, il sait que derrière R4, il y a R5. Derrière R5, il sait qu'il y a R6 et le réseau LAN, il est lié à R6. Il a un autre chemin à partir de R3, R6. Remarquez la différence entre lui et RIP. Il sait déjà le chemin complet, il le connaît. Maintenant, une fois qu'il fait ça, il va voir qu'il y a le coût le plus bas. Donc on va prendre la même chose. Imaginez qu'ici, on a 10, 10, 5, 5, 5, 5. Il y a normalement le lien, puisqu'on a dit j'ai donné, alors ça peut être par exemple 20, pour donner une. Il y a déjà, vous remarquez T1, j'ai dit c'est 1,5. 4 mégas, alors que face c'est 100. Déjà le coût il va être vraiment inférieur. Donc imaginons que 20 ici. C'est-à-dire en passant de R2 R1, donc R2 R4 c'est 5. Le coût c'est 5, le coût du lien 5, le coût du lien 5 plus 5. Donc j'ai 20 égale 20. Donc 5 plus 5 plus 5 plus 5. Par contre ici, j'aurai 20, 20, 5, c'est 45. Déjà lui, il sait que ce chemin, il ne va pas l'utiliser, il va utiliser ce chemin. Donc remarquez que maintenant que chaque routeur, en fonction des informations d'état des liens qu'il a dans la base de données d'état des liens, il va faire un calcul en partant de lui vers toutes les destinations. Et à chaque fois, il va faire ressortir un arbre. Donc arbre vers destination LAN 6, arbre vers destination LAN 5, arbre vers... La même chose. R2, il va faire la même chose. Il va calculer pour ressortir un arbre SPF vers toutes les destinations. R3, R4, R5. À un moment donné, tous les routeurs de la topologie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chacun avoir un arbre SPF pour toutes les destinations. Alors, vous voyez que le routeur ici au SPF, il travaille. Donc une fois l'arbre, comme j'ai dit, chaque routeur il va
créer l'arbre SPF vers toutes les destinations qu'il connaît, il passe à une autre étape. Revenons. Maintenant, l'étape 4, donc après la création de l'arbre SPF, ici on a dit que chaque routeur crée un arbre pour chaque destination. On peut l'ajouter. Donc chaque routeur, un arbre SPF pour chaque destination. Donc une fois l'arbre ou les arbres ils sont créés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire la table. De routage. La table d'acheminement, la dorie acheminement. D'accord? On va dire c'est comme si la dernière phase. L'objectif final des protocoles de routage, c'est de construire la table de routage. Chaque protocole de routage, il a des phases transitoires. C'est le processus, comment il travaille. Maintenant, l'OSPF, pour qu'il arrive à construire une table de routage qui va être utilisée pour la prise de décision pour acheminer les paquets, donc il va passer par, en premier, la découverte des voisins, 2, l'échange des informations d'état des liens, 3, la création de l'arbre vers des arbres vers les destinations pour chaque routeur, et après, enfin, il va construire la table. Donc, la table de routage, normalement, il va se baser sur les arbres que chaque routeur a créés pour utiliser, pour les insérer la table de routage. Donc, dans la table de routage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a seulement les meilleures routes. D'accord? Donc, chaque routeur OSPF installera les meilleures routes déjà trouvées dans l'arbre SPF dans sa table de routage. Donc, je vais chaque routeur, bien sûr, chaque routeur OSPF installera injectera ou ce que vous voulez. Injectera les meilleures routes on va dire déjà calculée, on l'a trouvée déjà calculée, on l'a générée déjà calculée dans les arbres SPF. D'accord, donc très facilement, une fois il va créer les arbres SPF, l'arbre SPF a l'objectif, c'est il va vous montrer quel est le chemin le plus rapide. Et là, il va comparer les chemins à un moment donné, en fonction des coûts, il va dire voilà le chemin. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre à partir de l'arbre SPF les meilleurs, puisque l'arbre SPF, il n'a que les meilleurs chemins. Il va prendre seulement ces chemins, il va les injecter, il va les installer dans la table de routage. À un moment donné, il faut que les tables de routage, la topologie soit convergente. C'est-à-dire que tous les routeurs, ils ont tous les chemins ou toutes les routes vers toutes les destinations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la convergence. Donc, déjà, OSPF, il est beaucoup plus rapide dans sa convergence par rapport à RIP. Donc, RIP, il est déjà très lent dans sa convergence. OSPF, malgré ses calculs, malgré ses phases qu'on trouve, il est beaucoup plus rapide dans la convergence, c'est-à-dire
dans une topologie OSPF, vous allez voir que rapidement, les tables de routage elles sont alimentées et elles sont cohérentes. Jusqu'ici, c'est bon. Les autres, s'il vous plaît, votre feedback. Très bien. Donc, une petite pause, d'accord? Petite pause de 20 minutes. Voilà, une demi-heure, une pause prière. Donc vous pouvez vous déconnecter, vous n'êtes pas obligé de... Il est 16h25. Moins 5. D'accord. Une demi-heure, donc 17h moins 5. Yalla, à tout à l'heure.